Bonjour à tous, Guns et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnel talk show sur l'Olympique Lyonnais. Un talk show soupe à la grimace sur fond de thérapie de groupe après l'échec de la qualification pour la Ligue des Champions. Nouvel échec, un de plus. On les compte plus maintenant. Et on va ouvrir en grand la brasserie de Lugdunum pour 5 jours. Là, maintenant on le sait. Pour parler de tout ça, c'est pas très réjouissant, mais voilà, j'accueille en tout cas un jeune suiveur de l'OL. C'est un peu Batman, puisque le jour, il travaille à Grand Lyon Habitat, et les soirs de match, il enfile sa cape et commente les matchs au stade pour l'application Flashscore, que tous les amateurs de foot connaissent désormais. Autant dire que c'est un énorme bosseur. Lui, c'est Nicolas Deandrade. Salut Nico, ravi de t'avoir dans l'émission, et content de faire la place aux jeunes. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait énormément plaisir d'être dans cette émission. Oui, effectivement, lendemain très difficile, réveil très compliqué en tant que suiveur de l'Olympique Lyonnais et avec tout ce qui va s'en suivre dans les prochains jours, les prochaines heures. Ça va? T'as digéré la bombe au poivre? Difficilement. C'était compliqué hier, l'après-match. Clairement. Ouais. Il y avait déjà, on l'avait déjà comme ça, et en prime, on a été gazé. Donc, c'était très agréable. Mais ça arrive des fois. C'est pas la première fois, malheureusement, que ça nous arrive, que quand ça gaze sur le parvis, ça finit en salle de presse. Alors, avant de commencer de parler de l'OL, vous en avez l'habitude, je fais un peu l'auto-promo, les recommandations d'usage sur YouTube, le pouce pour dire que vous aimez, les commentaires parce que ça fait vivre la vidéo, et les boosts pour donner de la force. Et on le redit pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait grossir notre communauté OL. Il y a des Stéphanois sur la chaîne, il y a des Marseillais sur la chaîne, il y a des Lensois sur la chaise. Mais plus on est Lyonnais, mieux c'est pour nous. Voilà, on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça serait bien passé. Encore une désillusion. J'aime pas quand je mets la petite croix rouge en haut à côté du score de l'OL. Je la mets pas souvent, mais quand je la mets, c'est pas bon signe. Alors, on était tous les deux au Groupama hier soir, on peut en témoigner. Il y avait une ambiance de feu pour porter les gones. Peut-être une des meilleures qu'on ait vues. Pourtant, comme souvent, alors que l'OL était en ballottage favorable face à une équipe de Fenerbahçe qui, rappelons-le, ne les avait jamais battus en 6 confrontations, nos gones ont craqué et sont inclinés 2-1 en quittant piteusement la Ligue des Champions dès les barrages. On l'a entendu qu'une fois, cette musique, au final. 2 buts en 4 minutes, signés de Verdat Muriqi et d'Archie Brown, seulement compensé par un joli but de Malik Fofana après la pause, une petite révolte quand même. Donc pour l'OL, ça sera donc la Ligue Europa avec un tirage dans quelques heures. Nico, quand on est supporter de l'OL, on a le droit au bonheur un jour. On aimerait bien, on aimerait bien. Encore une désillusion, c'est le titre qu'il fallait, hein, malheureusement. Après la saison dernière, où à domicile, qui puisait, on a eu beaucoup d'échecs. Je pense à Vigo, je pense à Lens, je pense à Toulouse, même à domicile. Toulouse, on doit gagner au match aller. Ouais, c'est une désillusion dans un match à fort enjeu au Groupama Stadium, et effectivement une ambiance de fou furieux. On était aux commentaires avec Benoît sur le deuxième but d'Openda, alors malheureusement annulé par la suite pour une position de hors-jeu, mais on s'entendait même plus au micro, c'était incroyable, ça résonnait de partout. J'avais même les frissons. J'ai eu les frissons 2 fois. Une fois quand l'hymne de la Ligue des Champions a retenti dans le Groupama Stadium. Malheureusement, on connaîtra pas l'hymne cette saison. Espérons l'année prochaine au mieux. Et deuxième fois sur ce but d'Openda où tout le stade a explosé, c'était incroyable. L'autre but, par contre, c'était un peu spécial, hein, c'était un peu étrange. Le deuxième but refusé, il y avait une espèce de silence, tout le monde se regardait. Est-ce qu'il y a but, est-ce qu'il n'y a pas but? C'était lunaire, cette action. C'était vraiment. Personne ne comprenait rien. Ah mais c'est sûr, même nous à l'antenne, on s'est enflammé sur le but et on n'a pas été suivi par les supporters. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les supporters sont pas fous de joie? Et au final, on a compris qu'il y a eu incompréhension avec l'arbitre qui a au début sifflé. Après, il a montré le rond central. Enfin, c'était lunaire, et en plus la décision qui a pris énormément de temps pour invalider le but, alors que la décision au départ était de valider le but, sauf erreur de ma part. C'est ça, validé parce qu'il estimait que c'était le défenseur
de Fenerbahçe qui avait touché en dernier le ballon, contré le contre d'Atekame, qui n'avait pas faute d'Atekame, et donc avait remis en position Ouais, Lissi Boudache. Et finalement, le ralenti a montré que c'est Atekame qui touche le ballon en dernier. Du coup, c'est une passe et Boudache est hors jeu. ouais, et ça a mis un peu de fou à regarder cette image. Ouais, ça se joue à vraiment pas grand-chose, hein. Il faut plusieurs ralentis, c'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup de temps pour s'apercevoir que Atekame frôle le ballon, quoi. Enfin, c'est vraiment ça se joue vraiment à pas grand-chose. Est-ce qu'on va avoir droit au bonheur après cette défaite face au Fenerbahçe? Pour répondre à ta question, je l'espère. Déjà samedi face au Havre. Pour rebondir. C'est un petit bonheur, ça. Ouais, ça serait vraiment un petit bonheur, mais il faut des petites victoires pour en faire une grosse. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, ouais, on En tout espère cas, est-ce déjà. que pour toi, c'est une élimination méritée au vu de la physionomie des deux matchs, ou tu dirais que c'est quand même dur pour l'OL? Moi, je vois le verre à moitié vide et à moitié plein. Pourquoi? Déjà, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que Lyon peut nourrir des regrets. Parce que déjà au match aller, pour moi, il y avait vraiment la place de ne pas encaisser de but. Clairement, soit d'aller chercher le 1-0, soit le 2-1, au moins marquer peut-être un but de plus. Il y avait vraiment la place. Et au match retour, en fait, Lyon se met 2 balles dans le pied en une demi-heure pour un début de match complètement manqué. Et après, tu arrives à marquer ce but de Fofana à la 61e, tu réveilles un petit peu le Groupama Stadium, même si l'ambiance était super. Tu arrives à emmener avec toi le Groupama Stadium. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça y est, on va Ouais. retourner, Pour une le fois, on va bien Fenerbahçe. faire. Moi aussi, j'y ai pensé. Exactement. Et au final, les changements d'un côté, de l'autre, j'ai l'impression que le match petit à petit a perdu en rythme et à la fin, on n'y arrivait plus. Clairement, là, bon, si on peut faire un petit débrief, la rentrée de Souche n'a pas été extraordinaire. J'allais te demander tes tops et tes flops, donc Eh justement. ben voilà. Est-ce qu'on enchaîne du coup sur les tops et flops? Bon, on va enchaîner sur les tops et flops. Je commence? Moi, personnellement, dans les tops, je suis pas d'accord avec l'équipe pour Openda, je l'ai trouvé pas si mal. Et en grand top, évidemment, Malik Fofana, hein, on va pas se mentir. Et puis après, moi, j'ai bien aimé les entrées d'Atekame et de Boudache. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. En top, Openda, moi, je l'ai trouvé très remuant, un peu comme à l'aller, hein. J'aurais bien voulu un autre profil, peut-être, pour aller jouer les ballons de la tête, parce que je trouvais qu'on avait quand même beaucoup centré et que finalement, pour pas grand-chose. Et après, oui, après, J'ai oublié forcément, qui nous a Niakate, sauvé, moi, je le mettrais pas en. le 3-0 quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais sur l'ensemble du match, pour moi, la défense a été en grande difficulté, Ouais, moi notamment. c'est le seul que je ressors dans cette défense parce qu'il était vraiment accompagné de 3 joueurs qui ont été désastreux. Et là, ça fait une transition sur les flops. Exactement. Maitland Nice, Abner et Ruben Kluivert, ça a été très compliqué. Notamment, et je pense qu'il faut quand même le souligner, un très bon Vedat Mouriki devant, qui a remué toute cette défense. Alimenté par les côtés Greenwood et Aydin, qui ont fait un super match. Et ça participe aussi au fait que je vois le verre à moitié vide au final, parce que pour moi, le Fenerbahçe a joué un match de Ligue des Champions. Est-ce que Lyon, en tout cas en première période, est-ce que Lyon a entamé cette rencontre pour jouer un match de Ligue des Champions? Je suis pas convaincu. Donc voilà. Et sur les flops, oui, on les a mentionnés déjà. La défense, on peut peut-être enlever Niakate, mais pour moi, c'est une équipe et je mets les quatre dans le même bateau. Et après, ouais, cette rentrée de Soulch, sans oublier Tolisso, à l'affiche, Corentin Je suis moins Tolisso. d'accord avec toi. Là-dessus, je le mets en nini dans ce match-là. Et essentiellement parce que j'ai trouvé Tessman. Moi, j'ai parlé hier d'une défense de tractopelle, d'un milieu de tractopelle, pardon, avec un milieu qui était d'une lenteur absolue et d'une lourdeur et qui commençait à faire des passes latérales régulièrement. J'ai pas aimé les trois du milieu, avec une mention à Tessman et Tolisso. Tolisso que j'ai trouvé, comme souvent, quand il y a un gros match qui tourne en défaveur, à faire des passes latérales, à se cacher. Et ça Ouais, m'embêtait. et je rajouterais, je sais pas si tu partages
point de vue, mais Tyler Morton, on l'a pas assez vu, Oui. notamment dans un rôle de meneur de jeu, prendre ses responsabilités, aller casser des lignes par la passe. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on avait besoin d'un Tyler Morton taille patron au milieu de terrain, et Tolisso qui nous a tant guidé la saison dernière, notamment sur cette belle série de victoires. Malheureusement, il est passé à côté hier, Corentin Tolisso. Alors, avant de passer d'entrer plus dans les constats de l'élimination, on va quand même brièvement évoquer le match de ce week-end. Dans 3 jours, c'est Le Havre, en Ligue 1. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut se redresser aussi vite mentalement, 3 jours après une déception comme ça, ou est-ce que tu redoutes une petite série négative, un peu comme celle qu'on avait connue après Manchester il y a 2 ans? Moi, je pense qu'on va vite rebondir, et je pense qu'on a de la chance de jouer au Groupama Stadium contre une équipe Je sais pas qui si c'est une sera peut-être. chance, parce qu'il y aura peut-être un petit peu de colère. On en parlera après, Ouais, mais ouais, j'y crois pas trop. Moi, je pense que quand même l'équipe est relativement bien soutenue. Le Havre qui est peut-être encore en rodage, il y a eu quand même beaucoup de changements. C'est peut-être aussi la meilleure manière de rebondir, jouer une équipe un peu en difficulté. Lyon a battu Toulouse, donc c'est aussi important de confirmer cette victoire à l'extérieur en gagnant à domicile. Donc je pense que ça va être un peu le mot d'ordre de Paulo Fonseca et du staff pour remobiliser les joueurs après cette terrible désillusion, c'est sûr. alors on va rentrer maintenant ligne par ligne dans les conséquences de l'échec pour l'OL. Alors la première, elle est déjà financière, avec une perte sèche, dont maintenant on le sait, d'au moins 40 millions d'euros de revenus entre la billetterie. Même si on peut espérer atténuer un peu celle-là, si on a un gros tirage en Ligue Europa, parce qu'il y a quand même de la Juve, du Milan en possibilité, qui peuvent remplir le stade, du Benfica, il y a quand même des belles équipes là-bas. Mais voilà, hier, Mathieu Louis-Jean nous a dit que l'OL avait assuré en budgétisant la Ligue Europa. Mais toi, est-ce que tu arrives à y croire à ce discours de finalement, c'est pas si grave quand on connaît la situation de l'OL? Moi, j'ai un peu de mal à y croire, j'avoue, hein, ce discours-là de bon, on avait prévu d'aller en Europa League. Bon, c'est pas grave. En gros, c'est pas grave si on va pas en Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Je pense qu'on avait vraiment besoin d'aller en Ligue des Champions financièrement. Comme on l'a dit avant, c'est un gros échec pour le club. Maintenant, ben voilà, il va falloir vendre peut-être. Justement, on y vient. Ouais. Il y a une nécessité de vendre d'ici à la fin de l'été, avec le probable sacrifice, on le sait, de Malik Fofana. Est-ce que tu redoutes d'autres départs et des attaques imprévues? Ces dernières heures, on parle potentiellement d'attaques du PSG sur certains joueurs à la fin du mercato. Ça serait problématique. Oui, bah clairement, Lyon a besoin de vendre, donc je pense que tous les joueurs peuvent partir du moment que je sais plus si c'est pas Mathieu Louis-Jean qui l'a dit, mais du moment que le montant est aligné par rapport aux Sur les... besoins de l'Olympique Lyonnais, on peut vendre. Il y a des joueurs qui sont un peu plus sacrifiables que d'autres. Je pense que tu as le même avis que moi. Il y a des Ouais, je pense que joueurs. sacrifier Morton serait un très mauvais message, mais bon. Ouais, clairement, clairement. Je pensais à Tyler Morton. Ça ferait énormément de mal à notre milieu de terrain de sacrifier un Tyler Morton. Maintenant, si une équipe arrive et qui met 40 millions, bah, je pense que Lyon va accepter d'office. Enfin, je vois pas. Et je dis 40 millions, mais ça peut être plus pour Tyler Morton. Donc forcément, Lyon va devoir vendre. Lyon va devoir sacrifier des joueurs. D'autres vont en profiter. Le Paris Saint-Germain, pourquoi pas. Ils savent que Lyon a besoin de l'argent, donc ils vont peut-être aussi négocier au mieux avec l'Olympique Lyonnais. Qui sait. En tout cas, Mais vu, effectivement, vu ce qu'ils visent actuellement, on peut penser que les attaques auront plus un âge moyen inférieur à 19 ans. oui, bah notamment Amin Adli. Euh, euh, Pardon, Hamdani, pardon. Adil Hamdani, Adil Hamdani. Ouais. pardon. Euh, On rentrera. qui est Voilà. courtisé par le PSG, Ouais. effectivement. On en parlera un peu plus tard. Et comme on rentre pas trop dans le détail sur le cas de Paulo Fonseca, parce que ça fait l'objet du prochain slide.
Mais j'ai quand même envie qu'on parle un peu avant, en préambule, de son image, qui s'en retrouve quand même bien écornée. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup de colère à son égard, parce qu'il représente aussi beaucoup les échecs répétés de l'OL sur les matchs importants ces dernières saisons. Est-ce que tu comprends la colère des supporters à son égard aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même beaucoup de supporters qui sont très agacés, il faut le dire. Oui, je comprends, parce qu'il y a des raisons de comprendre, notamment des choix tactiques discutables, une philosophie, comment je peux dire, sans prise de risque, de Paulo Fonseca à certains moments où Lyon avait besoin peut-être de sortir un peu de sa zone de confort. Je pense à des défenses à 5 sur certains matchs. Où il n'y avait pas forcément besoin. Alors certes, on peut aussi lui donner un peu de crédit, notamment parce qu'il y a une période où il y a eu quand même pas mal d'absents, notamment des blessés. Il a réussi à faire sortir aussi peut-être un joueur comme Afonso Moreira qu'on n'attendait pas, notamment la saison dernière. Il y a quelques crédits quand même à lui accorder, mais aujourd'hui, oui, la colère, elle est légitime. Il était déjà un petit peu ballotté, même avant le début de la saison, hein, où l'équipe lançait le fait que c'était peut-être sa dernière année à l'Olympique Lyonnais en cas de mauvais résultats. Arrivé sous l'ère Textor n'est plus là. Il y a des raisons de penser que Michel Kang va pas être aussi patiente que l'ancien président de l'Olympique Lyonnais. C'est possible. Pas très patient non plus. Il n'était pas très patient non plus, mais il a fait venir son ami quand même, Paulo Fonseca. Pour finir sur les conséquences, on évoque aussi le contre-coup mental, on en a parlé un petit peu avant, mais ça va de pair aussi avec la colère de certains supporters. Sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce que tu penses que des têtes de Turcs peuvent ressortir de ce genre de soirée face au Fenerbahçe? Je pense notamment à Eslem Maitland-Niles qui était déjà sifflé avant Prague, ou déjà chahuté. Abner qui peut aujourd'hui aussi légitimement prendre quelques taquets et être accueilli un petit peu de manière compliquée lors du prochain match. Clairement. Après, moi de mon côté, je suis plutôt d'avis d'encourager l'équipe plutôt que d'aller la siffler. Maintenant, oui, effectivement, il y a des joueurs qui sont passés à côté plusieurs fois, notamment la saison dernière. Je pense à Vigo où déjà Abner avait été en très grande difficulté. Maitland-Niles également, si je me trompe pas, sur des centres en retrait où on n'était pas présent au second poteau. Et j'ai l'impression en plus que, je sais pas ce que tu en penses, mais les situations se répètent en fait à chaque fois. C'est ça, c'est qu'en fait, on connaît nos faiblesses et malgré tout, on les affiche dans les matchs importants. Donc, et au grand jour, dans les matchs importants, ce qui est un peu embêtant parce qu'on pouvait se dire que les latéraux qu'on avait vus, au moins côté droit, ce qu'on avait vu à Toulouse, ça pouvait peut-être être une option intéressante au coup d'envoi. Finalement, on l'a pas eu. Par sécurité, parce qu'il fallait mettre de l'expérience, mais on se rend compte que l'expérience de Maitland-Niles, c'est aussi beaucoup de nous plomber les matchs depuis un an. Hein. Faut pas se mentir. Maitland, c'est un contingent de points ça coûte un contingent de points depuis un an et demi maintenant. Depuis le départ de Versailles, c'est plus le même joueur. Clairement, et en plus, on a vu qu'avec l'arrivée de Zachary Atekame, qu'il y a la possibilité de le remplacer assez rapidement au final. Donc, si on peut s'en séparer lors des derniers jours du mercato, je pense que Lyon doit vraiment se poser la question. Ça, c'est une certitude. On va passer maintenant à la phrase de la semaine. Elle concerne Paulo Fonseca. Ça nous permet de lancer le débat Fonseca. Hier, il a encore très mal pris une question sur ses choix tactiques. C'est pas la première fois. La fois d'avant, elle était pour moi, la petite pique. Là, c'était pas moi. J'ai rien fait, c'est pas moi. En tout cas, en disant son explication, c'était peut-être qu'il était un entraîneur de merde. Est-ce que tu as compris cette sortie qui dénote à minima d'un certain agacement ou plus probablement d'un manque total de remise en question, parce qu'on sait que c'est pas sa qualité première, se remettre en question?
J'avoue que j'ai été très surpris de cette déclaration. Forcément, il était agacé. D'une part parce que la soirée s'est pas très bien passée, voire très mal passée. Et en plus, forcément, les choses se répètent à Lyon. Les journalistes le voient. On est tous présents en tribune de presse. On voit ce qui se passe sur le terrain et dans les tribunes. Donc, on voit que Paulo Fonseca tarde très souvent. Alors là, les changements, sauf erreur de ma part, sont arrivés autour de la 60e. Comme d'habitude. Oui, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, c'est la 60e. C'est ça, et c'est déjà arrivé même plus tard. Ouais. Parfois, il faisait des changements même à la 70e, voire 75e. Bon, pour le coup, oui, effectivement, je pense qu'il cogite énormément. Il doit réfléchir sur les prochains matchs. Il doit commencer à en avoir assez, je pense, de tout ce qu'il y a, de tous les débats autour de la tactique. Est-ce qu'il a vraiment les solutions? Je sais pas. Est-ce qu'il a vraiment les solutions pour l'Olympique Lyonnais? Sur ces matchs vraiment coup près, on l'a vu l'année dernière, c'était très compliqué face à Vigo, alors qu'au match aller on fait un super match, on se donne les moyens de se qualifier au retour au Groupama Stadium, et patatras, comme hier face à Fenerbahçe. Pour moi, c'est pas un entraîneur de merde, loin de là, Paulo Fonseca, et je pense que sa sortie elle est dommageable. Alors, moi j'aime bien cette sortie parce que c'est pas le terme que j'aurais utilisé. En fait, entraîneur de merde, au contraire, c'est un superbe entraîneur parce qu'un entraîneur fait progresser ses joueurs. Par contre, un coach, là, on peut se poser une question. Est-ce qu'il s'est coaché en cours de match? Et est-ce qu'il est bon là-dessus? Là, c'est peut-être une erreur d'interne pour moi, mais pas plus. La gestion du match. Ouais. Mais voilà, sur la gestion du match, il a toujours été. Il a été critiqué là-dessus au Milan. Et à Lyon, il ne s'est pas amélioré, malheureusement. En tout cas, pour en venir à ses choix tactiques d'hier, est-ce que tu comprends qu'on doit attendre le 2-1, plus de 60 minutes passées pour un changement, alors qu'on est mené 2-0 dans un match coup près et que de toute façon, on n'a rien à perdre, qu'on a un flanc droit qui est à l'agonie, qui a montré pendant une mi-temps qu'il est à la ramasse. Quand tu regardes à la mi-temps qui s'échauffe, Bidstrup et Batcher. Ouais, et clairement, et je l'ai mentionné à mon frère lorsqu'on commentait le match. Pourquoi on passe pas à 2 devant, en 4-4-2, on joue le tout pour le tout, on perd 2-0, c'était juste avant la 60e, mais il fallait changer quelque chose. On sentait que il y avait quelque chose à faire. La défense de Fenerbahçe était quand même assez fébrile. On sentait qu'il y avait vraiment des possibilités sur les côtés. Fofana et Noama ont fait d'énormes différences. D'ailleurs, Ernest Noama, sur l'une de ses dernières actions, avait quasiment tout donné. Il avait pris le couloir, il avait centré, et malheureusement, il n'y avait personne pour reprendre le ballon derrière. Et oui, après la 60e, pour moi, c'est pas si tard que ça. Il reste 30 minutes, voire plus, à jouer. Maintenant, il y avait 2-0. Il y avait 2-0. Il y avait le feu. Il y avait le feu. Il fallait réagir très, très rapidement. Est-ce que Fonseca l'a fait rapidement? Je doute un peu, ouais. Comme toi. En tout cas, on le sait, la direction ne le limogera pas. Ça coûterait trop cher. C'est la principale raison aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Parce qu'il est quand même le deuxième coach le mieux payé de Ligue 1 derrière Luis Enrique. Hein. Alors, voilà. Est-ce que pour toi, c'est toujours l'homme de la situation pour ramener l'OL en Ligue des Champions? Parce que c'était ça, en fait, son occasion de ramener l'OL en Ligue des Champions, et il l'a raté. Ça fait plusieurs fois qu'il la rate sur la même série cette année. Il avait encore cet espoir, ce ticket en plus. C'est ce que j'allais dire. C'est pas la première fois qu'il a l'occasion d'emmener l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Pour moi, c'est encore l'homme de la situation. Il va falloir observer ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, avec cette fin de mercato qui va forcément ouais, ça va donner le ton de la saison. Hein. Si plusieurs joueurs cadres quittent le navire, forcément, il aura moins de crédit. Peut-être que ça sera aussi sa défense si ça se passe pas très bien. Mais pour moi, c'est encore l'homme de la situation. Comme tu l'as dit, c'est un très bon entraîneur.
Voilà, après, il va falloir peut-être qu'il se remette en question, comme on l'a dit tout à l'heure, sur sa gestion du match et des matchs. Mais pour moi, je reste optimiste. Je pense que Lyon peut faire une très belle campagne européenne également. Voilà. Et est-ce que Lyon va pouvoir jouer sur tous les tableaux aussi? Le mercato Ça va va. dépendre de l'effectif qui lui restera. Et tu Exactement. m'offres une très jolie transition pour démarrer la page mercato. On va parler des arrivées, parce que ça risque d'être rapide. Malheureusement, de base, le projet, le plan de l'OL, c'était 2 arrivées pour 6 départs sur la fin du mercato. On savait que c'était ce plan-là. Maintenant, l'OL a déjà dépensé 29,6 millions d'euros et n'aura plus les moyens de faire davantage sans un plan de vente massif. Fonseca espérait un 9 athlétique ou le remplaçant de Malik Fofana si Malik Fofana partait. Il espérait un 6, il en avait parlé. Il faudra sans doute faire sans ni l'un, sans l'un et sans l'autre. Et probablement, si Malik Fofana s'en va, sans son remplaçant. Parce que ça risque d'être très compliqué, à moins de faire un 3e prêt sans option d'achat. Mais là, c'est pareil. Pour valoriser son effectif, c'est un peu désastreux. Si tu as déjà 2 titulaires dans ton effectif qui ne t'appartiennent pas, quand tu vas devoir vendre dans le futur, tu n'as pas de planification, quoi. Est-ce que tu imagines autre chose qu'une fin de mercato blanche dans le sens des arrivées? Pour moi, Lyon n'a pas le choix. Lyon va devoir faire avec, tout simplement. Je pensais au 9 athlétique. Lyon s'en est passé la saison dernière jusqu'à l'arrivée de Roman Yaremchuk. Même si hier, j'aurais bien aimé un 9 athlétique devant aux côtés de Loïs Openda. Pour un peu figer cette défense centrale et permettre à Openda de Moi, prendre j'aurais bien encore aimé plus. Muriqui dehors. Ouais. J'aurais bien aimé Ouais, qu'il soit chez nous, en fait. C'est peut-être le c'est seul clair. que j'enviais dans leur EHPAD. Non, Euh, mais c'est sûr, Muriqui, il a fait un super match, je le répète. Après, niveau arrivée, malheureusement, je pense que on va s'arrêter là. Même si l'Olympique Lyonnais nous a surpris, hein. Personnellement, j'ai absolument pas vu l'arrivée de Zachary Atekame, qui est pour moi peut être une très belle surprise cette saison. Bacher a montré de très belles choses face à Toulouse. On sait faire des transferts un peu surprises et c'est l'espoir que j'ai sur cette fin de mercato, même si j'y crois pas beaucoup. Il y a cette petite folie de mon côté qui me dit est-ce qu'on peut pas faire un petit dernier coup de fin de mercato, surtout que avec les départs de Fofana, d'éventuels d'autres départs, je pense à Pavel Souche, on va devoir quand même avoir un effectif. Si on a des ambitions pour aller retrouver la Ligue des Champions ou au moins à minima une Coupe d'Europe, il faut quand même avoir un effectif pour aller la chercher. mais finalement, est-ce que Euh, ces recrues, c'est pas les petits jeunes, hein. Rémi Imbert, il va peut-être remonter un petit peu dans la hiérarchie. S'il n'y a il y a personne pour l'inquiéter, il sera numéro 2 en avant-centre. Adil Hamdani, qui est sorti du groupe pour une raison contractuelle, mais s'il y a plus d'ailier gauche, il y a aussi une place qui se libère pour lui, hein. Entre lui et Duranville, ça peut se battre assez vite. Est-ce que finalement, c'est pas la meilleure nouvelle? C'est peut-être qu'on va valoriser nos jeunes qui potentiellement sont des valeurs marchandes très très importantes pour le futur. Ah mais clairement, moi je demande que ça, mettre le centre de formation à l'honneur. On avait connu une période difficile à Lyon. J'ai le souvenir d'une équipe lyonnaise avec des joueurs comme Gaël Danic, Arnold Mbemba. C'était une période très compliquée où Lyon avait pas réussi à accrocher la Ligue des Champions. Et à ce moment-là, on avait sorti des joueurs comme Jordan Ferry, comme Clément Grenier, des joueurs qui étaient Cédric sortis a du eu centre de aucune chance de formation. percer dans un autre OL. Ouais. Exactement, exactement. Et c'était, en fait, c'était à ce moment-là qu'il fallait les lancer. On les a lancés, on leur a fait confiance. Et au final, on a quand même découvert des super joueurs qui ont eu une carrière assez honorable en Ligue 1, même si ça n'a pas été des joueurs internationaux. Je pense à Ferry et à Grenier notamment. Je crois que Grenier Grenier a a eu dû quelques avoir sélections en équipe de France. quelques sélections, exactement. Mais oui, Rémi Imbert, on l'a découvert la saison dernière. Pourquoi pas lui donner encore plus de temps de jeu cette année? Le but qu'il marque au Vélodrome, incroyable, incroyable. Adil Hamdani en Europa League également, très belle rentrée. J'ai le souvenir à domicile, Paok. euh, ouais, contre le PAOK, ouais, exactement, ouais. Donc moi je demande que ça. Franchement, ça serait la meilleure des options, donner du temps de jeu à nos jeunes
couvé par les cadres que sont Tolisso, pourquoi pas également voilà, Bidstrup titulaire. On parlait d'un 6. Je pense que Bidstrup peut facilement évoluer à ce poste-là. Moi, Boudache. honnêtement, ça ne me dérangerait pas de voir partir des milieux et ne faire personne au milieu. Parce qu'il y en a un que j'ai envie de revoir et que tout le monde oublie, c'est Kalis Mera. Exactement, qui Et je pense que malheureusement Kalis, pour lui, c'est quelqu'un qui peut apporter à cette équipe. C'est comme Narti, c'est deux joueurs qui, pour le coup, sont des créatifs, des 8 créatifs. On se plaint du manque de créativité de l'équipe, mais les créatifs, on les sort au profit d'un Testman. À un moment donné, où est la logique? Surtout que Mera, il a eu une super belle saison l'année dernière. Il a fait une très belle saison. Il a fait progresser. Exactement. Malheureusement pour lui, son début de saison a été entaché par sa blessure. Il n'a pas pu commencer la saison comme il l'aurait voulu. Il aurait fait du bien, je pense, Kalis Mera hier au milieu de terrain. Noah Narti également, déçu de pas l'avoir vu Noah Narti hier. On a un coach qui l'aime pas. C'est comme ça. Ouais, c'est assez fou, alors que contre Toulouse, il rend quand même une belle copie. Donc effectivement, au milieu de terrain, est-ce qu'on a vraiment besoin de se renforcer? Je suis pas convaincu. Offensivement, pour moi, on a surtout besoin de dégraisser les plus mauvais. Mais ça, ouais. Pour moi, il y en a deux on parlera des possibles départs. Pour moi, il y en a deux dans ce registre-là au milieu. Ciao, bye bye et au plus vite. Et moi, je parle pas des lofters. Hein. Oui. Il y a quelques épines dans le pied encore dans l'effectif. Il y en a 4 en vrai au milieu. Exactement. Ouais. Et Duranville, point d'interrogation. Pour l'instant, on n'a pas énormément vu. Voilà, on va falloir peut-être avec le départ de Fofana, on va peut-être revoir Duranville dans le 11 de départ de Paulo Fonseca. Ces derniers temps, on a entendu plein de noms quand même dans les possibilités de l'OL. Des O'Reilly, des Caceres de Toulouse. Alors là, depuis une semaine, on n'entend parler que de lui. Même un retour d'Yaremchuk. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces pistes? Moi, perso, j'y crois absolument plus. Peut-être Yaremchuk si éventuellement on arrive à sortir beaucoup d'argent d'un coup et qu'on peut faire plaisir à Fonseca. Mais je ne suis pas certain que les dirigeants aient très envie de faire plaisir à Fonseca après ce qu'il a fait du mercato pour l'instant. Clairement, pour moi, c'est de la fumée. Enfin, il n'y a rien du tout. Je pense que O'Reilly a rien montré à l'Olympique de Marseille. Enfin, je vois pas pourquoi on irait chercher un O'Reilly à l'Olympique Lyonnais. On n'en a absolument pas besoin. Surtout le poste. Exactement. On en a 4 meilleurs. Exactement, non mais ces rumeurs, je sais pas d'où elles sortent, mais il y a Caceres, c'est pareil. Alors c'est un bon joueur qui a montré de belles choses. Mieux quand même. C'est déjà mieux qu'O'Reilly, mais c'est pareil. Je pense qu'on en a absolument pas besoin à l'Olympique Lyonnais. Donc, pour moi, j'y crois absolument pas. On va passer au dégraissage parce que ça, c'est la réalité, la vraie réalité du mercato. On n'est plus dans la fiction. C'est désormais vital. C'était pas vital. On nous a joué la carte pendant quelques jours. On a joué la carte de garder. C'est notre choix de garder un maximum de monde pour les barrages. Bien évidemment que c'était pas le cas. Il y a plein de joueurs que l'OL aurait avec plaisir dégraissé. Déjà qu'il y en a 3 dans le loft qui nous enquiquinent depuis le début de l'été. Aujourd'hui, les objectifs sont les suivants. Réduire le groupe de Paulo Fonseca à minima de 4 unités et sans compter les jeunes prêtés. C'est-à-dire 4 unités, potentiellement 2-3 défenseurs en moins, 3 défenseurs en moins, un milieu en moins à minima, et voilà, c'est quand même un vrai objectif de réduction. Faut faire rentrer dès maintenant 50 millions de liquidités, selon l'équipe. On est passé de 25 à 50. Peut-être 100 millions d'ici la fin de saison. Là, c'est Romain Molina qui a donné l'info. Ce qui est une vraie possibilité. Je confirme qu'il y a toujours un départ qui est prévu pour le mois de juin, donc on doit être sur ces chiffres-là, et surtout baisser la masse salariale de l'équipe, car on est très au-dessus du chiffre autorisé par l'UEFA dans le cadre de son fair play financier. Parce qu'avec les retours de prêt, la masse salariale n'est plus au niveau de celle qu'elle était l'an dernier, et Mathieu Louis-Jean nous a dit que l'objectif était de stabiliser la masse salariale. Donc elle n'est pas stable, elle est au-dessus. Alors début septembre, on le sait, c'est la fameuse grande braderie à Lille. Mais là, à Lyon, on risque de prendre un petit peu d'avance. Est-ce que tu es inquiet quand même quand tu vois les chiffres annoncés, ce qu'il va falloir faire en l'espace de 5 jours 4 jours Clairement.
Clairement, très inquiet parce que on n'a pas des joueurs valorisés à 100 millions. Donc ça veut dire forcément plusieurs ventes et plusieurs grosses ventes. Donc on a mentionné Malik Fofana, je pense que son départ est inéluctable. Mais ça sera pas le seul. 4 joueurs, bah, on les a finalement. On peut toutes les emmener à l'aéroport, hein, les joueurs. On en a mentionné quelques-uns tout à l'heure. Maitland Niles, Abner, Tagliafico, qui ont des gros salaires. Hein, Nicolas Tagliafico. Abner, a priori, c'est plus dans les tuyaux, un départ d'Abner, mais Moi, parce qu'il. pour le Mais coup, c'est vrai que tu as raison, c'était dans les tuyaux au début de l'été. Le problème, c'est qu'il s'accroche et qu'à choisir entre Abner et Tagliafico, il préfère faire partir Tagliafico aujourd'hui. moi, je préfère aussi faire partir Nicolas Tagliafico, hein, pour le coup. Abner qui a un profil déjà plus jeune, qui peut jouer également au milieu de terrain, même si voilà, on a vu ses limites aussi. Pour le coup, Nicolas Tagliafico, pour moi, ça sent la fin avec l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on va trouver un point de chute aussi à Nicolas Tagliafico? C'est pas On va en si parler évident. après quand sur le jeu. J'y crois pas sur les joueurs individuellement. Je te propose qu'on finisse le volet sur ce slide-là avec un débat. C'est un débat qui est dans la communauté sur Mathieu Louis-Jean. Alors personne conteste qu'il soit très bon dans le recrutement. Il a fait un mercato extraordinaire l'an dernier et c'est à son crédit. Par contre, beaucoup de supporters pensent qu'il n'est pas très bon dans ce rôle quand il s'agit de vendre. Il ne sait pas bien vendre les joueurs. Est-ce que tu es aussi de cet avis qu'il est plus en difficulté dans le mercato de dégraissage que pour dénicher des joueurs? On sent plus le scout encore en lui. Mais en fait, est-ce qu'on compare pas aussi l'incomparable? Parce qu'en fait, comme on a super bien recruté, c'est facile de dire bah on a fait quelque chose d'extraordinaire. Du coup, en contrepartie, c'est moins bien. Oui, si on regarde de manière pragmatique, oui, c'est moins bien. Après, quand on regarde les montants des ventes, Afonso Moreira, quasiment 30 millions, c'est pas mal pour moi, alors qu'on l'a acheté 2 millions la saison d'avant. Pour le coup, alors c'est à mettre au crédit aussi d'Afonso Moreira qui a fait une saison extraordinaire. Après, il a aussi peut-être un peu de malchance aussi. Quand je vois la valorisation de Malik Fofana, s'il n'a pas autant d'absence l'année dernière, j'imagine qu'il aurait fait une très bonne saison et peut-être qu'il valoriserait un peu plus aussi. Après, sur les dernières ventes, est-ce qu'il y a Ce qu'on lui vraiment... reproche un petit peu chez les supporters, c'est le fait de garder 50% du salaire d'Aurel Mangala, de le payer encore 50% cette année. C'est le fait de payer une grosse partie du salaire de Matt Turner, qui n'est pas joueur désigné, ce qui veut dire qu'on paye plus de 50% aussi pour l'envoyer en prêt avec OA. En fait, c'est ces négociations-là qui dérangent. Est-ce que tu comprends que pour faire partir des gens, on soit prêt à payer autant et que Lyon soit peut-être un des clubs qui paye le plus au final, c'est mauvais choix. Enfin, des choix qu'il n'a pas forcément fait. Hein. Turner, on l'a tous subi, et lui y compris. Il déteste qu'on lui en parle parce qu'il l'a subi celui-là. Mais est-ce qu'on avait le choix au final? Est-ce qu'on avait le choix? Est-ce qu'Aurel Mangala a 50 clubs à ses pieds? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Retafe, c'est pas du standing du FC Barcelone ou j'imagine qu'ils ont aussi une politique de recrutement qui doit être assez stricte. Si un club veut Aurel Mangala, parce qu'il a quand même un gros salaire, Aurel Mangala, faut pas l'oublier. Bah forcément, Lyon doit aussi mettre un petit peu la main à la poche. C'est malheureux hein, parce qu'on préférerait que 100% du salaire pardon, soit pris en charge par Retafe. Matt Turner, là, pour le coup, Matt Turner, bah, comme tu l'as dit, c'est pas voulu. C'est un vrai choix. Exactement. Mais si les New England payent 1,3 million à la fin, bah, je pense qu'on sera gagnant. Au final, on se débarrassera de Matt Turner et Retafe. Bon, bah, il n'y a pas d'option d'achat, donc à part s'ils font une offre à la fin, difficile à refuser. Mangala reviendra. Parce que, Retafe, j'imagine pas une seconde qu'ils vont acheter Aurel Mangala au salaire où il est. Non, après peut-être que le positif, c'est Ibria Retafe et Lyon peut le vendre après. Bien sûr. C'est l'objectif, c'est vraiment la l'objectif. stratégie. C'est de Oui, se mais dire clairement. que ce club a relancé Satriano, lui a permis de devenir un attaquant coté en Liga. Si ça marche aussi bien avec Aurel Mangala, potentiellement, ça revient à un joueur à 10 millions l'an prochain. C'est peut-être ça aussi.
Moi, je pense que c'est exactement ça la stratégie, valoriser le joueur parce qu'on le veut pas forcément en interne. J'imagine que si Fonseca le Ouais. voulait, il serait Je resté. pense que Fonseca l'aurait bien gardé, mais que le salaire le permettait pas, tout simplement. Ah, exactement. Et après, ben là, s'il claque en Liga, bah, c'est tout bénef pour l'Olympique Lyonnais, tout simplement. On va passer à Malik. C'est notre focus de la semaine. Malik, meilleur buteur du début de saison, en seulement 3 titularisations, mais joyeux en péril. Joyeux en péril avec de gros warnings depuis hier. Alors c'est triste parce que c'est un joueur qui voulait vraiment rester. Il l'a dit à ses proches, il l'a dit au vestiaire, il l'a dit à beaucoup, beaucoup de monde. Il l'a dit à des supporters que je connais d'ailleurs. Donc il était vraiment focus. Et il voulait faire la C1 avec l'OL. Hier, il a tout donné contre Fenerbahçe. On peut pas lui... Avant-hier, pardon, parce qu'on sera diffusé vendredi. En tout cas, il a été excellent. Et là, son départ semble vraiment inéluctable. Même si Mathieu Louis-Jean a dit que ce n'était pas une question de Malik ou pas Malik, mais que le marché allait dicter les possibilités. L'OL écoutera et actera en fonction. On a bien compris que ça concernait de toute façon Malik en priorité. Est-ce que tu es aussi fataliste que l'équipe et qu'un peu tout le monde sur le sujet, ou tu as quand même espoir que ça ne soit pas lui le sacrifié? Non, moi je suis fataliste, hein, sauf erreur de ma part, Malik est déjà d'accord avec l'AS Roma. Sauf erreur de ma Depuis part, aujourd'hui, oui. tout est déjà bouclé. Mais Il manquait l'accord juste. financier n'existe pas entre les clubs pour l'instant. Hein. Oui, oui, oui. Mais le joueur est déjà d'accord avec la Roma. Au final, il manquait juste à savoir si Lyon allait en Ligue des Champions ou pas. Je pense que la non-qualification va accélérer, je pense, le deal avec l'AS Roma. Malik Fofana était très courtisé. Et moi, ça me fait de la peine parce que on était en manque de Malik Fofana la saison dernière, clairement, après sa blessure face à Strasbourg. Et de le revoir avec autant de fougue, autant d'énergie, autant d'envie, ça faisait énormément de bien. En tout cas en tribune de presse. Et donc de le voir C'est partir un peu dommage, il comme nous fait plaisir. ouais, et un peu comme Georges Mikotadze aussi, qu'on a dû vendre parce qu'on n'avait pas le choix. Et en fait, c'est la réalité de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est que l'Olympique Lyonnais n'a pas le choix. Et on doit sacrifier de très bons joueurs, de super joueurs pour garder l'Olympique Lyonnais en vie, tout simplement. Alors aujourd'hui, on le sait, Malik n'a que plus que 2 ans de contrat. Il n'a pas de prolongation dans les tuyaux. Il est coté à 30-40 millions d'euros sur le marché, malgré une saison quasiment blanche. Et la S-Rom le veut. Est-ce que finalement, c'était pas le meilleur moment de le lâcher, en sachant que l'an dernier, on n'a pas eu mieux que 32 millions pour lui d'un club où il ne voulait pas aller? Est-ce que finalement, bon, c'est peut-être le moment, C'est le moment, même heureusement. si nous, on aura des regrets. Hein. Bah bien sûr, on aura forcément des regrets avec Malik Fofana. C'est le meilleur moment qui puisait parce qu'il revient en forme. Donc forcément, il est mieux valorisé sur le marché. Il aurait eu un début de saison compliqué avec quelques petits pépins. Ça aurait été plus dur de le vendre, je pense. Notamment avec tout ce qui s'est passé avec ses multiples passages chez des chirurgiens pour comprendre d'où la douleur venait, etc. Et sa blessure a traîné, beaucoup traîné. Passé un temps, on se demandait même s'il allait rejouer. Enfin, Ouais. si on Oui, il y a eu des pouvait. questions, comme Noama. Il y a eu les mêmes questions pour Noama. Exactement. Et donc de pouvoir le vendre plus de 30 millions d'euros, c'est déjà très bien. Même si on peut aller chercher les 40, ça serait encore mieux. Donc ouais, pour moi c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment aussi pour lui, hein, aussi pour lui parce que Bah, de toute façon, découvrir un autre championnat, est-ce qu'il c'est pourrait pas avoir une comparable. meilleure cote à l'OL en sachant que s'il fait la saison, il faisait la saison ici, enfin s'il fait la saison ici, parce qu'on on va pas en parler au conditionnel encore, il est encore sous contrat, mais il aura plus qu'1 an de contrat dans 1 an et du coup l'OL plus en position de force. Un peu Alors comme certes, il peut toujours prolonger, mais bon, ouais, un peu comme le départ de Ryan Cherki où c'est on ça. aurait pu le valoriser beaucoup plus cher. Ça c'est sûr et certain.
On va passer à un thème que j'avais déjà fait la dernière fois et que j'avais beaucoup aimé. C'est sur la grille de départ. C'est assez simple, c'est assez ping-pong. Et j'aime bien ce côté un peu ping-pong. Donc, on va un peu s'envoyer des petites balles comme ça, paf, paf. Alors, au-delà du cas de Malik Fofana, il peut et il doit y avoir d'autres départs. Alors, on va jouer à un jeu très simple. J'y crois pas, en une phrase. Et après, tu me dis où tu vois leur marché, si tu vois un marché. Et je te dirai aussi ce que j'en pense, d'accord, pas d'accord. Voilà. On va commencer par les joueurs à plus de 20 millions d'euros selon l'OL. Pavel Schulz, départ. Je crois un départ. Je crois un départ de Pavel Souch. Très courtisé également. Et pour le coup, si Lyon a vraiment besoin de vendre, Lyon vendra. Pavel Souch. Je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Ruben Kluivert, Euh, pour moi, est-ce que je crois à un départ de Ruben Kluivert? Pour moi, non. Il ne partira pas cet été. Il est, je pense qu'on en a encore besoin. Enfin, je pense qu'il peut encore avoir quelque chose à donner à l'Olympique Lyonnais et je pense pas qu'il partira. alors moi je pense qu'il a un marché en première ligue, mais que ça va dépendre de lui parce que son marché sera pas Crystal Palace, sera pas un grand club. On sera plutôt sur du Hull City, sur du Brentford, sur Swansea. voilà, sur du club de bas de tableau. Et je sais pas s'il a envie de s'embêter avec ça. Maintenant, je sais qu'il a des agents très forts sur l'Angleterre. Donc là-dessus, je suis assez prudent parce qu'il y a besoin d'un départ en défense centrale. On a fait Batcher Mm. et Il y Barreur, a du pardon. monde. Il y a du monde en défense centrale. On a fait Barreur, on a fait Noam Camara. C'est pas pour qu'il reste en réserve ou qu'il disparaisse comme sur les derniers matchs. Là, c'est pareil, on a un coach de toute façon qui semble, comme Narty, le boycotter totalement. Moi, j'ai vu la préparation, je l'ai pas trouvé plus mauvais qu'un autre. Et je l'ai préféré à Tessman, défenseur central. Mais bon, il y a certains joueurs qui ont des cartes illimitées sous Fonseca. C'est le cas de Tessman, c'est le cas d'Abner qui peut jouer à tous les postes, même gardien de but. C'est vrai que c'est assez bizarre, je comprends pas. En tout cas, on va passer aux joueurs à 10 millions d'euros ou moins, mais approchant les 10 millions. Alors le premier, Adil Hamdani. Très courtisé par le Paris Saint-Germain. Ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Le PSG qui profite de la situation compliquée autour d'Adil Hamdani. Je serais pas étonné qu'il y aille, clairement. Donc tu y crois? J'y crois, mais en tant que supporter et suiveur de l'OL, j'espère qu'il reste et qu'on lui donne beaucoup de temps de jeu. Moi, je vais te surprendre, j'y crois pas, pour la simple et bonne raison qu'il a eu un move hier très bizarre sur les réseaux sociaux en s'affichant avec le maillot de l'OL. Donc je pense que c'était un message pour dire qu'il serait vraiment pas contre prolonger et je pense qu'il a compris qu'à Paris, ses horizons seraient bouchés. Mais c'est en réponse à tous ceux qui ont dit qu'il était supporter du PSG, que c'était la normalité qu'il aille à Paris. Parce que beaucoup de comptes de supporters de Paris ont rappelé qu'il était parisien, supporter du PSG. Ce à quoi il a répondu avec ça. Donc moi, j'ai envie de pas y croire et je vais fermer les yeux et espérer que ça se fasse pas. On perd déjà Malik. On va pas perdre celui qu'on pourrait vendre peut-être 30-40 millions d'euros dans un an s'il joue. Et est-ce que c'est pas aussi une stratégie pour mieux négocier son salaire? Je suis Ah bah courtisé. ça c'est sûr, tu vois son agent, t'as compris, son agent c'est Samir Kiat, ça sort dans l'équipe. Samir Kiat qui est consultant sur l'équipe TV, comme c'est bizarre. Voilà, bref, qui d'ailleurs n'est pas agent, il faut le préciser. Samir Kiat qui n'est pas agent, n'a pas sa licence et même fait partie des agents contre qui il y a des manœuvres du syndicat des agents. Je le sais parce que j'ai reçu les deux présidents sont venus dans l'émission, l'un puis l'autre. Donc je sais qu'il fait partie, il est dans le viseur à faire le beau sur l'équipe. Mais voilà, en tout cas, c'est l'agent d'Amdani, c'est aussi l'agent d'Humbert. Et voilà. On va passer à Taner Tessman. Tanner Tessman, pardon, je crois un départ. Je crois un départ parce que c'est un joueur anglophone. La première ligue peut l'intéresser. Est-ce qu'il est beaucoup courtisé? Je ne sais pas, pour être honnête. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de supporters aimeraient un départ. Donc moi, je vais y croire. Alors moi, j'y crois pas, mais je le souhaiterais. Je le souhaiterais parce que c'est un joueur que je ne supporte plus.
mais je ne peux même plus voir, hein, je m'en cache pas. Quand je le trouve bon, je le dis. Il a été bon sur certains matchs en début de saison, mais c'est un joueur qui m'insupporte au plus haut point, que j'estime pistonné clairement aujourd'hui par Fonseca et couvé de manière injuste compte tenu de ses performances. Je le trouve nonchalant, j'aime pas ça. Et j'aime pas cette mentalité. Je sais qu'il il véhicule le message à son entourage qu'il ne quittera pas l'OL à moins de trouver un club qui joue les compétitions européennes dans un grand championnat. Il y a des clubs anglais qui le veulent, mais là aussi, c'est le bas du panier. Et il a trop d'ego pour aller dans un club de bas du panier, alors que c'est un joueur bas de panier, tout simplement. Je vais être dur, mais c'est la réalité. Ensuite, les joueurs à 5 millions d'euros ou moins, parce que on pourrait mettre Hensley Maitland-Niles plus haut, mais honnêtement, je ne crois pas qu'on aura des offres en dessus de 6 pour lui, sachant qu'il est libre dans un an aussi, il ne faut pas l'oublier. Hensley Maitland-Niles, est-ce que tu y crois ou tu n'y crois pas? Maitland-Niles, j'ai pas vu spécialement de possibilité de départ pour lui, mais j'aimerais bien qu'il parte parce que on a trouvé son remplaçant, Zachary Atekame. Camara peut également jouer à droite, Kluivert peut jouer à droite. Je pense qu'on a des possibilités pour le poste de latéral droit. C'est un joueur qui coûte quand même, on l'a dit tout à l'heure, des points, un salaire assez important. Donc j'espère qu'il va quitter le navire. Hensley. Moi, c'est pareil. J'espère, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il a un an de la fin de son contrat. Tu regardes sa carrière, il est toujours parti libre. Je pense qu'on est parti pour la même chose. Donc, c'est le genre de joueur que tu prends pour un contrat, mais sur qui tu ne fais pas d'argent. Donc, voilà. Nicolas Tagliafico, même situation, un an de la fin de son contrat. Il était un temps assez courtisé. J'ai l'impression que c'est un petit peu retombé. En fait, la Corogne a trouvé le joueur qui l'intéressait. L'Olympiakos s'est fait éliminer de la Ligue des Champions et du coup a réduit un peu la voilure. Quant à Nottingham Forest, parce que bizarrement, c'est les clubs de Marinakis qui le voulaient. Quant à Nottingham Forest, ils ont 2 joueurs plus jeunes, dont un très fort, et ils n'ont aucun intérêt de prendre un numéro 3 au poste de latéral gauche, sachant qu'ils ont recruté un Allemand il y a 4 mois à ce poste-là, donc il n'y a aucun intérêt. Donc c'est plus au niveau des clubs où moi j'y crois. Moi, personnellement, j'y crois à un départ Tagliafico, mais je pense vers une destination un peu surprise. Pas attendu. Ouais, je sais qu'il voulait retrouver l'Argentine, finir sa carrière. C'est ce que je me dis, tu vois. Mais à son salaire, c'est pas possible. C'est exactement ça. C'est que son salaire n'est pas en adéquation avec l'Argentine, en tout cas. Alors après, peut-être l'Arabie Saoudite, mais bon. Ouais. Ensuite, les joueurs à moins de 1 million d'euros. Alors ça, c'est ceux qu'on va devoir sans doute libérer. Et on retrouve nos 3 lofters. L'homme qui fait des tours d'avion depuis 15 jours dans le ciel de Lyon, Doudje Kaletachar. Tu y crois ou tu y crois pas à un départ de Doudje? Moi, je pense que il va partir, mais je serais pas étonné qu'on trouve un accord avec lui et qu'il parte libre, sans club. Moi, je pense qu'il partira aussi. Qui partira avec peut-être même de l'argent de l'OL au final pour compenser sa perte de salaire, mais peut-être sur une indemnité qui soit compensée par le club, un accord en gros que ça soit une opération blanche pour l'OL. Ensuite, Mamadou Diawara. Diawara que j'avais bien aimé quand il était arrivé, et après ça a fait flop. Je pense qu'il va rester, malheureusement. Je vois pas où il peut retomber, Diawara. Moi, je penche pour un départ en prêt en Ligue 2. Il a raté son prêt à Antwerp, qui fait qu'aujourd'hui, il est dans une sale situation. Il faudra qu'il fasse des efforts sur le salaire s'il doit partir. C'est peut-être le point embêtant parce que son salaire aujourd'hui est au-dessus d'un salaire. Peut-être le gros problème. Après, il y a des clubs comme le FC Nantes qui sont prêts à faire des joueurs comme ça. Hein. C'est vrai. Paul Akwaku. Je pense que c'est la même situation que Doudje Caleta-Car. Je vois pas un club aller le chercher. Donc, je te confirme. Ouais, pour moi, ça sera même libéré et ouais, opération blanche peut-être, mais je vois personne aller chercher Paul Akwaku.
Alors moi, je vois personne aller chercher Paul Akwaku. Je pense même qu'on devra payer très cher pour le faire partir. Sans doute les 3/4 ou la totalité de son contrat. Donc il y a meilleur temps de le garder et de le faire pourrir en réserve. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Les prêts sans option d'achat maintenant. Alejandro Gomez Rodriguez. T'y crois pas? Si, il va partir. Il va partir en prêt. Je pense que ça serait bien qu'il retrouve un club de Ligue 2 pour encore continuer à progresser. Alejandro Gomez, j'avais bien aimé également en Europa League avant son prêt à Annecy. Donc, en tout cas, pour lui, j'espère qu'il va être prêté parce que je pense pas qu'il aura du temps de jeu à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il y a du beau monde devant. Donc j'espère qu'il sera prêté. J'y crois. Alors moi, j'y crois et je me mouille Jupiler League ou championnat suisse comme Molébé. Mais pas Ligue 2. Je pense pas que Ligue 2, ça soit dans les plans, sachant qu'il a connu un prêt difficile à Annecy. Je pense qu'on cherchera un cadre un peu plus propice avec des structures plus carrées pour l'accueillir. Donc c'est pour ça que je pense à la Belgique ou à Mathis de Carvalho. T'y crois pas? Pour être honnête, j'ai pas vu beaucoup d'infos sur un possible départ de Mathis de Carvalho, donc je pense qu'il va rester malheureusement parce qu'il a besoin de temps de jeu. Je pense c'est un bon jeune, peut-être un petit peu limité techniquement, mais il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer, Mathis de Carvalho. On l'a pas assez vu la saison dernière et on n'a pas de quoi le voir puisqu'on a des joueurs supérieurs à lui au milieu de terrain. Donc, je le vois rester. Peut-être, je l'évolue avec la réserve. Moi, j'y crois pas du tout. Pour la simple et bonne raison que Fonseca aura pas son 6, donc il va vouloir le garder. Donc s'il avait son 6, il serait déjà loin de l'OL. Et je pense que c'est le problème. Steve Kango. Steve Kango que j'ai beaucoup aimé, qui a ramené pas mal de fraîcheur en fin de saison dernière. J'espère un départ de Maitland Nice et un Kango en doublure. Donc j'espère qu'il va rester et je pense qu'il va partir en prêt. Ouais. Alors, moi, pour un départ, j'y crois à 100%. Il est très, très, très proche de Charleroi. Quand je dis très proche, c'est que là, pour l'instant, il fait poireauter un tout petit peu Charleroi. Là, on est quasiment sur la finalisation, mais il devrait aller à Charleroi. Je pense que dans les 72 dernières heures, il sera là-bas. Sauf surprise, sauf s'il y a un club meilleur que Charleroi vient, mais en tout cas, Jupiler pour lui. Maintenant, j'ai envie de... Non, excuse-moi, j'allais juste dire ça serait un bon point de chute pour Kango. Je pense aussi. Je pense qu'en plus, ça c'est de la première division, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller à Molenbeek. Là-bas, il progresserait vraiment, et comme c'est un joueur qui est très physique, il plairait beaucoup aussi dans une vitrine aussi belle que la Jupiler, parce que mine de rien, c'est devenu une vitrine valorisée, la Jupiler. Clairement. J'en ai mis 2, parce que c'est la carte Joker, forcément. On est obligé d'y penser dans cette situation. Dans l'éventualité, on peut le souhaiter aussi quand même, que ça capote entre la Roma et Malik Fofana, il faudra peut-être faire autre chose. Tyler Morton en carte Joker. Tu crois pas? J'y crois. Je crois un départ. Je pense que on parlait tout à l'heure des joueurs qui pouvaient prétendre au bas du panier de la première ligue. Je pense que Tyler Morton peut prétendre à au moins un club de milieu de tableau, si ce n'est un club qui joue le haut de tableau de première ligue. Belle valorisation pour Tyler Morton, qui en cas de non-départ Fofana rapporterait quand même pas mal d'argent au club. Donc j'y crois. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est possible. C'est possible. Ouais, je pense que c'est possible. Maintenant, moi, je t'avoue que je ne crois pas vraiment au départ de Morton, parce que je pense que c'est la carte Joker du fameux mois de juin 2027, quand il faudra vendre un ultime joueur pour rentrer dans les clous, et que cette carte Joker, on ne veut pas la griller tout de suite, surtout que l'équipe est déséquilibrée quand il n'est pas là, Bidstrup n'est pas adapté. C'est trop risqué de jouer sans la pièce centrale qui équilibre l'équipe. Et il y a une autre pièce centrale. On avait Miko Tadze l'année dernière, cette année on aura Fofana, l'année prochaine on aura Tyler Morton, grosso modo. C'est ça. Non, l'année prochaine on aura peut-être Adil Hamdani, ce qui sera bon signe, ça voudra dire qu'il ne sera pas parti là et qu'on pleurera, lui ou Humbert, et on pleurera son départ à 50 millions. Allez, on va rêver. Et on va terminer dans la carte Joker, parce que je l'entends de plus en plus, y compris de gens bien dans le milieu, que Moussa Niakhaté peut faire l'objet d'une offre de dernière minute
parce qu'il a une très grosse cote en première ligue et que on pourrait faire une opération blanche sur le reliquat à payer avec le deuxième plus gros salaire effectif qui saute. Est-ce que tu y crois? Malheureusement, j'y crois. Malheureusement, j'y crois. L'Olympique Lyonnais serait fortement pénalisé, ne serait-ce que par sa présence dans le vestiaire, sans parler de ses performances sur le terrain, parce que l'année dernière, c'est quand même lui qui nous a guidés défensivement. Mais j'y crois, ouais, j'y crois. Il connaît déjà très bien la première ligue pour y avoir évolué. Et un club pourrait facilement aller chercher et se renforcer avec Moussa Niakhaté. Alors, on va terminer l'émission par le débat. C'est la première fois que je le fais en clôture d'émission, mais au final, c'est la suite logique. Là, on a parlé des ventes possibles, mais il y a un scénario où l'OL ne fait pas ses ventes. Et qu'est-ce qui se passe? Selon l'équipe, Michel Kang, qui devait définir la stratégie du club en fonction du barrage de Ligue des Champions, donc tiers perdu, envisagerait de réinjecter de l'argent dans l'OL si les objectifs de cession de joueurs ne sont pas atteints. Ça permet de rester en position de force pour les dirigeants dans les négociations. Est-ce que tu y crois? C'est le débat de la semaine. Est-ce que tu crois en une nouvelle injection de cash de Michel Kang ou pour toi, c'est un bluff? Pour moi, c'est du fait qu'on ait parlé, est-ce que mon impression a changé? Je pense qu'elle bluffe. Je pense qu'elle bluffe parce que effectivement, si elle dit je vais remettre 20 millions ou 30 millions, on est en meilleure position par rapport aux clubs qui veulent nos joueurs. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire? Je suis pas convaincu. Alors, pour moi, je vais te dire, c'est un bluff, mais plutôt un jeu de rhétorique. Plus qu'un bluff, c'est un jeu de rhétorique parce que c'est pas faux, mais ça ne veut pas dire qu'elle réinjectera du cash. Je pense que c'est une petite formulation de langage parce qu'elle a déjà prévu une réserve de 40 millions d'euros quand elle a racheté le club, je ne sais pas si tu te souviens, de 40 millions d'euros à injecter d'ici à 2028, lorsqu'elle a repris le club en solo cet été. Donc, elle peut dire, j'utilise une partie de cette manne, ce qui est une possibilité, ce qui laisse effectivement de la latitude. Pour moi, c'est simplement un jeu de communication pour dire qu'on n'a pas le couteau sous la gorge à l'instant T, tout simplement. Maintenant, ça résoudra en rien le problème, même si elle venait à rajouter de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que si du côté de la DNCG, tu passes quand l'actionnaire garantit tes sous, comme ça a été le cas pour Marseille pendant des années, pour le PSG, ça passe pas pareil sans encombre avec les règles du fair play financier européen, parce qu'à terme, l'OL risque quand même d'être viré de toute Coupe d'Europe et aussi de grosses amendes. Donc, il faut à un moment donné rééquilibrer tout ce qui a été promis. Et c'est malheureusement pas avec l'injection de cash que ça se fait. Donc, moi, c'est ce que pour être transparent, au départ, j'étais plutôt sur le fait qu'elle allait vraiment remettre de l'argent dans le club parce que le club en a besoin, tout simplement, notamment à cause du fair play financier. Donc après, effectivement, il y a ces fameux 40 millions qui traînent. Elle peut le faire passer comme ça. Sauf que c'est prévu sur 2 ans. Donc, si elle sort maintenant le Joker 40 millions, elle met son propre investissement en danger parce que ça veut dire que cette année, l'an prochain, elle n'a plus de filet. Il faudra qu'elle trouve des solutions pour l'an prochain. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu hier sur les écrans Michel Kang au moment du deuxième but refusé, se tenant la tête. L'image faisait vraiment de la peine parce qu'elle était. Elle avait tout le poids des enjeux et moi, je l'ai vu craquer à ce moment-là. C'est la première fois où je la voyais aussi désemparée après le deuxième but refusé. Je pense qu'elle avait compris que c'était fini. Et d'un côté, moi je l'ai aussi vu d'un côté où elle était à fond derrière l'équipe et elle vivait le match comme les joueurs, quoi. Donc pour l'image du club, je trouvais ça plutôt bien que la présidente soit là et vive le match comme les joueurs. En tout cas, j'espère me tromper, mais je pense pas qu'on a trouvé une mécène à la McCourt. Donc, c'est le problème, sans doute, pour nous. Alors, je vais quand même conclure dans l'émission avant juste de terminer sur l'Europa League. On va parler du précédent sondage parce que j'avais demandé aux supporters de l'OL ce que l'OL devait faire du côté des départs. À l'époque, on avait encore le choix. Vendre Pavel Schultz, vendre Malik Fofana ou vendre les deux. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en reprenant les résultats avant Fenerbahçe, que les supporters de l'OL sont assez réalistes parce que
ils étaient 81% à ouvrir la porte à Pavel Schulz, mais 54% à ouvrir la porte à Malik Fofana. C'est-à-dire que majoritairement, les supporters étaient déjà prêts, avant Fenerbahçe, à sacrifier les deux. Au moins, on a la preuve qu'au niveau du public, on est bien réaliste sur la situation, qu'on ne se voit pas trop beau et qu'économiquement, on sait où en est l'OL. C'est le point important. Je vais conclure par... on va rappeler que demain, enfin aujourd'hui, il faut que j'arrête de me tromper, aujourd'hui, tout à l'heure, à Monaco, à 13h, il y a le tirage au sort de la Ligue Europa. L'OL sera premier chapeau et assuré d'éviter l'OM et le Stade Rennais, vu que 2 clubs français ne peuvent pas s'affronter. Mais on peut quand même avoir quelques beaux chocs possibles. Il y a le Bayer Leverkusen, il y a Benfica, il y a la Juve, il y a le Milan, sachant qu'on croise deux têtes de série, 2 deuxièmes chapeaux. Donc on peut avoir ces clubs-là. On a la Sociedad. Pourquoi pas une revanche aussi face au Celta Vigo, Crystal Palace. Est-ce que tu as des souhaits pour cette prochaine Ligue Europa? Est-ce que tu as envie de revivre une Ligue Europa comme l'an dernier, un petit peu à la sauce Conference League, avec que des clubs très apportés pour finir premier, ou au contraire avoir un truc un peu challengeant avec des vrais beaux clubs pour se dire qu'on n'a pas complètement raté la Ligue des Champions? En tant que commentateur, j'aimerais bien découvrir de grands stades, de beaux stades, à suivre l'Olympique Lyonnais du côté de San Siro ou pourquoi pas à Turin. Non, j'aimerais bien 2 grosses têtes d'affiche et finir dans les 8 premiers. Comme ça, on s'évite un tour de match coup près, un peu comme l'année dernière, sauf que l'année dernière, c'est vrai que c'était Conference League, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le stade lors des matchs le jeudi soir. Donc pour le club, de beaux matchs à domicile aussi, pour qu'on puisse remplir un petit peu les caisses avec la billetterie. Ça serait pas mal. Moi, tu sais, il y a un club que j'aimerais vraiment recroiser, un club qui m'a fait beaucoup de mal durant ma jeunesse, c'est le Milan AC. J'ai envie du Milan. Parce que le Milan, c'est ce but de Pippo Inzaghi, c'est cette désillusion. Et même si on n'a pas une équipe très forte, je pense que c'est peut-être ce genre d'adversaire qu'on est encore en capacité de taper. Parce qu'on n'aurait pas pu taper en C1, il faut être réaliste. Un gros club italien, on n'aurait pas pu le taper en C1. Ce Milan, bah, tu me diras, on n'a pas été en capacité de battre Fenerbahçe, donc il faut faire attention. Mais ce Milan, bah, c'est un petit peu... c'est un peu à la sauce Fenerbahçe, en fait. C'est une équipe vraiment sur le retour. Et ça serait une petite vengeance historique parce que je l'ai encore là du but de Pipo, de cette qualification qui nous tendait les bras et de ces 5-10 dernières minutes horribles, de cette déception de 2006. Je veux effacer ça et je veux le Milan. Je veux le Milan. Le reste. Et le Crystal Palace pour recroiser Pierre Sage. Ouais, pour retrouver Pierre Sage, j'espère qu'il va faire une belle saison avec les Eagles. D'ailleurs, il y a de très fortes chances qu'on ait au moins un club anglais, parce que 3 des 4 clubs anglais sont dans le chapeau 3. Ah oui, donc ça fait une belle probabilité de tomber sur l'un des... Ouais, c'est ça. Bah, comme il y a Sunderland, on a des clubs un peu particuliers qui n'ont pas fait de Coupe d'Europe depuis longtemps. Donc ça fait potentiellement des matchs intéressants, même si ce n'est pas des adversaires qui feront lever les foules. Ça reste du club anglais. Pourquoi pas? Il y a aussi Vigo dans le chapeau 3. Celta Vigo a peut-être aussi une petite vengeance à prendre. Exactement. Bon, bah, je te remercie, Nico. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis, bah, tous ceux qui nous regardent, merci de regarder nos vidéos. Puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'Olympique Lyonnais. Merci beaucoup, Alex. Salut à tous.